Et nous allons écouter le professeur Halimi. Est-ce qu'il est là? Professeur Halimi, il est là. À vous la parole, mon cher ami. Il va nous parler du diglitude, un contrôle glycémique optimal, une expérience patient unique. C'est une conférence parrainée par le laboratoire Lilly. Je pense que le professeur Halimi, tout le monde le connaît. C'est un leader dans le domaine de la diabétologie. Il a fait beaucoup de travaux de recherche. Il est rédacteur en chef du journal des maladies métaboliques. Et il est à l'origine de e-diabète, e-learning de l'université Unifem, que nous recevons et que nous suivons au Maroc chaque troisième vendredi du mois. À vous la parole. Je vais m'arrêter là pour gagner quelques minutes aussi. Merci. Merci beaucoup. J'attends qu'on me dise comment marche la présentation. Merci. Donc, pendant que ça s'installe, je vais en profiter pour vous remercier, cher ami. J'ai beaucoup travaillé avec vous dans les derniers mois, pas seulement pour votre congrès national, mais aussi dans le cadre d'un certain nombre d'actions que nous avons menées, qui ont pour but d'accroître et d'améliorer de plus en plus les relations entre nos deux sociétés savantes, la société Smédian dont vous avez la charge aujourd'hui, et la société qu'on appelle la société SFD, Société francophone du diabète, pas de diabétologie, du diabète, dont j'avais eu l'idée de changer le nom, d'adopter ce nom, dans le but de bien spécifier qu'il s'agissait d'une société francophone, c'est-à-dire une société qui n'est pas une société française, mais francophone. Et ça a débouché sur un certain nombre de choses, comme vous l'avez dit. La première en date était effectivement le changement de nom, mais au-delà, il fallait pas seulement mettre des mots, mais aussi mettre des actions en route, et on en a mis pas mal, ensemble, en tous les cas, récemment. Par exemple, ça débouche sur le fait que demain, nous aurons un moment d'interface entre les deux sociétés. Je sais pas, j'ai une machine qui me parle, je ne sais pas si c'est une dame virtuelle qui me parle, mais c'est une dame là qui me parle, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, on aura demain l'occasion d'aborder la question des relations entre les sociétés savantes et les actions qui ont été menées. Par exemple, effectivement, ce masterclass que nous avons lancé il y a maintenant 2 ans, juste 2 ans. Et ce masterclass, je dois dire que je suis assez content de son développement. J'ai appris il y a à peu près 15 jours qu'il y avait au minimum, on était ensemble quand on a appris ce chiffre, 2410 personnes qui étaient connectées au minimum. Parce qu'en fait, certains se connectent à travers des connexions à plusieurs. Et je pense que c'est quelque chose d'assez sympathique, puisqu'on a maintenant, grosso modo, dans la boîte, comme on dit, puisque c'est consultable à distance et dans le temps. Vous pouvez retrouver ces présentations, qui sont des présentations haut de gamme. Le but est de se tourner vers les spécialistes du diabète, à peu près une vingtaine de présentations. Je dois aussi remercier, j'insiste beaucoup aussi là-dessus, pour votre accueil particulièrement chaleureux, à part le climat, ça je crois qu'on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est inhabituel. Et pour ce qui concerne aussi l'accueil chaleureux, je dois remercier en particulier les personnes de Fès qui m'ont accueilli hier. Je pense en particulier au docteur Iraki qui m'a fait découvrir votre ville d'une façon approfondie et extrêmement touchante, je dois dire, très émouvante. Alors moi aujourd'hui, je suis venu vous parler donc de quelque chose qui est une innovation thérapeutique, semble-t-il. On va en discuter. Alors, en tous les cas, c'est quelque chose qui va être introduit, si j'ai bien compris, dans la pharmacopée au Maroc. Elle est introduite, cette molécule, depuis un peu plus de 2 ans en France. Et je vais essayer de vous la situer telle que nous l'apercevons aujourd'hui. Voici mes liens d'intérêt. Vous voyez qu'il y a pas mal de laboratoires qui sont présents, ce qui est tout à fait habituel pour les personnes qui ont des liens d'intérêt et qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique. Alors, comme vous le savez, on est resté quand même, vous voyez tout à fait à gauche sur l'écran, la découverte de l'insuline et de son usage thérapeutique dans les années 20,
Il a fallu attendre presque la fin des années 40 pour avoir les sulfamides. Puis, on a eu les biguanides très très peu de temps après. Juste petit cocorico, il faut quand même rappeler que les 2 molécules ont été découvertes en France, la metformine par un pharmacien parisien en l'occurrence. Ensuite, on a eu un certain nombre d'études, mais finalement quelques sensibles améliorations sur les insulines. Et puis sont arrivées coup sur coup, d'un coup, très rapidement, au début des années 2000, principalement 3 classes thérapeutiques, en l'occurrence ce qu'on appelle les analogues ou agonistes du récepteur du GLP1, que vous connaissez, qui sont déjà disponibles pour l'un d'entre eux au Maroc. Les inhibiteurs des DPP4, qui font partie de la même famille qu'on appelle les incrétines, vous connaissez ça, et puis ce qu'on appelle les SGLT2 inhibiteurs, qui sont des molécules dont vous commencez à disposer au Maroc, et paradoxalement que nous n'avons toujours pas en France, car il y a un blocage au niveau de cette classe thérapeutique, malgré ses grandes vertus. Alors, en fait, si on regarde cette diversité qui brutalement est apparue, parce qu'il faut dire qu'on est quand même resté pendant très longtemps avec une pharmacopée extrêmement restreinte, qui était quand même, qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser encore aujourd'hui, qui a permis de faire des études comme par exemple l'UKPDS, dont on reparlera demain avec ses forces et ses faiblesses, mais on avait quand même déjà une pharmacopée. Mais puis se sont installés progressivement. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, on a eu donc les SGLT2 très récemment avec de nombreuses études qui sont assez brillantes, les DPP4 inhibiteurs juste au-dessus à gauche, et en haut à droite la classe des agonistes du récepteur du GLP1. Petit à petit, les glitazones que vous n'avez pas non plus ici, qui ont été ensuite, après une entrée sur le marché français, ont été supprimés pour des raisons qui appartiennent à la Haute Autorité de Santé, et bien sûr, insuline, sulfamide et metformine. Alors, pour ce qui concerne la place des incrétines, on ne peut pas parler des incrétines sans parler, finalement, très brièvement de la physiopathologie des diabètes de type 2. Dans les diabètes de type 2, on a une grande hétérogénéité dans les diabètes de type 2, mais il y a quand même des points communs. Le premier point commun, comme vous voyez sur cette image, c'est que le DT2 a des taux de production de glucose par l'organisme, principalement le foie, mais un peu le rein aussi, qui sont excessives à l'état basal. Vous voyez autour de 3 mg par minute par kilo de glucose, c'est-à-dire plus qu'un sujet qui n'est pas diabétique. Et ça explique quand même l'hyperglycémie à jeun. L'hyperglycémie à jeun, c'est d'abord et avant tout le fait qu'on produit plus de glucose dans le diabète de type 2 à l'état de jeûne que chez un sujet non diabétique. Et vous voyez en jaune que ces points s'abaissent brutalement, et ça c'est juste au moment de la prise alimentaire. Quand on donne du glucose ou quand on donne une prise alimentaire, on freine le foie. C'est logique, parce qu'en fait, si vous voulez, le fait d'avoir une production de glucose la nuit, c'est pour ne pas être en hypo la nuit. Il faut que le cerveau soit toujours alimenté en glucose. Et à partir du moment où on mange, le besoin de continuer à produire du glucose est absolument moindre ou presque nul. Et donc, de ce fait, l'organisme, de façon physiologique, freine la production hépatique de glucose. Et vous voyez que dans le diabète de type 2, ce freinage est pratiquement inexistant. Vous voyez que la ligne verte reste horizontale, elle ne bouge pas. L'autre chose qui est intéressante à considérer, c'est le lien qui existe entre ce non-freinage de la production hépatique de glucose et 2 phénomènes. À gauche, le glucagon, à droite, l'insuline. À gauche, vous voyez que le glucagon subit exactement le même profil dans le diabète de type 2 que la production hépatique de glucose. Chez un sujet en jaune, vous voyez à gauche témoin qui n'est pas diabétique, vous voyez que le glucagon est immédiatement freiné par l'apport de glucose ou l'apport alimentaire. C'est logique, puisque le glucagon a pour but de fournir du glucose à l'organisme, de pousser. Et alors qu'au-dessus, la ligne du dessus, vous voyez que le glucagon est au-dessus de la valeur habituelle chez un sujet non diabétique, la ligne verte est au-dessus, et en plus, il n'est pas freiné. C'est exactement le même profil, et c'est des diapos très anciennes que j'ai récupérées d'un de mes grands amis et grand physiologiste, qui est le professeur Jean Girard, qui montre des diapos très simples, vous savez, un peu de l'époque des diazochromes, en rappelant les fondamentaux. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, on est là au cœur de la physiopathologie du diabète de type 2. À droite,
c'est exactement le même timing. En jaune, toujours un sujet témoin, mais cette fois-ci, il s'agit de l'insuline et non pas du glucagon. Et vous voyez bien sûr que, là, ça, vous le savez tous, que l'insuline est stimulée par la prise alimentaire ou par le glucose. Et vous voyez qu'avec le diabète de type 2, on a à la fois moins de sécrétion d'insuline et surtout un retard à la sécrétion d'insuline. Vous avez entendu parler pendant très longtemps de ce fameux premier pic d'insulinosécrétion qui n'était pas réalisé. Donc les deux grandes caractéristiques hormonales principales du diabète de type 2 connues depuis assez longtemps maintenant, c'est le rôle du glucagon et le rôle de l'insulinosécrétion. Alors l'intérêt des incrétines, et en particulier du GLP-1 dans le diabète de type 2, alors là on parle du GLP-1 non pas thérapeutique mais de l'hormone GLP-1, c'est justement de s'adresser à ces deux particularités. Je vous rappelle que le GLP-1, contrairement au GIP, le GLP-1 est sécrété tout à fait au bout. Vous voyez en orange la partie qui est avant, jusqu'au niveau du sécom et à la fin en fait de l'intestin grêle, c'est là qu'est sécrété le GLP-1. Le GLP-1 est donc situé au niveau de sa sécrétion à un endroit où il n'est pas en rapport avec l'alimentation. Ça n'est pas l'alimentation qui touche en quelque sorte le tube digestif et qui déclenche le GLP-1, mais ce sont des phénomènes qui sont liés à des réflexes au niveau nerveux central et périphérique. Ce n'est pas l'arrivée du bol alimentaire, parce que s'il fallait attendre que le bol alimentaire soit arrivé au début du côlon pour déclencher la sécrétion de GLP-1, ça n'aurait aucune physiologie. En revanche, le GIP, qui est au-dessus, en bleu, vous voyez cette zone, lui, il est sécrété beaucoup plus rapidement. Mais sur le plan thérapeutique, pour l'instant, ça va changer. Mais sur le plan thérapeutique, on ne se sert que du GLP-1 en physiologie et en thérapeutique. Pour ce qui concerne donc ce qu'on appelle l'effet incrétine, vous voyez à gauche, vous avez deux images superposées. Vous avez remarqué, vous avez du vert et du rouge ou de l'orange. C'est quoi ? En fait, en vert, c'est la variation du glucose après une charge en glucose. Vous connaissez l'HGP. Bon, ça se fait plus beaucoup, mais c'est un test classique. Si vous mimez avec une perfusion intraveineuse la courbe obtenue par une HGP, vous faites exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait les mêmes taux de glucose. Vous voyez maintenant sur la partie droite de l'image qu'il y a une grande différence dans la sécrétion d'insuline. Vous connaissez peut-être déjà cette image, qui vous montre quoi ? Qui vous montre que quand vous passez par voie veineuse, pour des niveaux équivalents de glycémie dans le sang, vous avez beaucoup moins d'effet sur la sécrétion d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'effet incrétine. Alors, je vais l'animer. Ça donne ça, c'est-à-dire que cette partie-là, cette différence, c'est le facteur démultiplicateur de la sécrétion d'insuline par l'administration orale d'un produit, en général un aliment. Ça peut être que le glucose pur, mais en général, c'est comme on l'a vu sur la diapo avant, vous voyez un hamburger, on voyait un poulet, parce que c'est aussi les protéines et pas seulement les glucides et les lipides aussi qui jouent un rôle dans la sécrétion du GLP-1. Donc en fait, le GLP-1, l'hormone GLP-1, c'est une hormone qui a donc ce qu'on appelle l'effet incrétine, qui à la fois stimule la sécrétion d'insuline et freine la sécrétion de glucagon. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qui aboutit à son effet d'abaissement de la glycémie. Alors, si on regarde sur cette image, moi j'aime beaucoup cette diapositive, c'est en fait une personne qui est diabétique de type 2. Vous voyez en haut les millimoles, 12 millimoles de glycémie à jeun. Donc on voit qu'on lui perfuse en réalité soit du sérum physiologique, on lui perfuse du placebo entre guillemets, ou on lui perfuse du GLP-1, que vous voyez en bleu foncé sur l'écran. Et vous voyez que sa glycémie de ce sujet, qui est à jeun, s'abaisse, jusqu'à arriver autour de 1 gramme par litre. Et ensuite, elle se stabilise autour d'1 gramme par litre. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la sécrétion d'insuline, vous voyez que la sécrétion d'insuline s'élève au fur et à mesure de la perfusion de ce GLP-1, mais arrivé au moment où la glycémie rejoint les valeurs de glycémie normale, à ce moment-là, il n'y a plus de stimulation. Et pourtant, le GLP-1 est toujours perfusé. C'est-à-dire que le GLP-1 ne déclenche plus de sécrétion d'insuline à partir du moment où la glycémie tend vers la normale. Et en fait, on a exactement en miroir la même image. Vous voyez comment, en bleu, le glucagon est freiné par la perfusion de GLP-1, mais vous voyez qu'à partir du moment où les glycémies sont presque normalisées, le glucagon n'est plus freiné et le glucagon remonte petit à petit vers des valeurs de base. C'est-à-dire qu'en fait, même si on continue à donner du GLP-1 à un sujet dont les glycémies deviennent normales,
il n'y a plus de blocage du glucagon. Si vous avez presque plus de stimulation de l'insuline et plus de freinage du glucagon, ben, la résultante, c'est qu'il n'y a pas d'hypo. C'est clair. C'est-à-dire que l'effet du GLP-1 disparaît à partir du moment où la glycémie est normalisée. C'est ce qu'on appelle le phénomène glucodépendance de la famille des incrétines. Alors, en fait, voici ce que représente le GLP-1. Vous voyez comment est fait un GLP-1. Tout à fait au bout, il reste 2 acides aminés. Et en fait, le GLP-1 est découpé par des ciseaux au niveau de cette jonction tout le temps, en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il est détruit quasiment tout le temps. Et sa circulation dans le sang est assez faible en réalité. Et en fait, il est détruit, mais il agit beaucoup, on le sait aujourd'hui, in situ, dans les tissus. Donc à partir du moment où ces 2 acides aminés sont séparés du reste de la molécule, à partir de ce moment-là, il est inactivé. Ces enzymes qui détruisent l'action du GLP-1, ça s'appelle les DTP, les DPP4, l'enzyme DPP4. Et c'est comme ça qu'on a utilisé les inhibiteurs des DPP4, vous savez ça, comme des médicaments qui ont pour but d'allonger la durée de vie du GLP-1 endogène dans la circulation. L'autre façon de se servir, et donc ça donne des médicaments que vous connaissez, comme Onglyza, Januvia, voilà. L'autre type d'action que l'on peut mener, cette fois-ci, c'est de donner du GLP-1, d'en donner carrément, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur notre GLP-1 à nous, mais du GLP-1 exogène. C'est la même différence qui existe entre le fait de donner de l'insuline ou de faire sécréter de l'insuline par notre corps, c'est les 2 choses. Et vous voyez qu'en fait, pour ça, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce GLP-1 soit trop détruit, parce que s'il est détruit par les DPP4 en permanence, il n'agira pas. Et c'est pour ça que les premiers GLP-1 devaient être perfusés. Mais on n'allait pas s'amuser à traiter tous les type 2 avec des pompes à GLP-1. Et les laboratoires ont été très innovants, des laboratoires comme le groupe Novo, comme le groupe Roche, comme le groupe, en l'occurrence Lilly, ont inventé des GLP-1 qui étaient plus à l'abri de la destruction et qui ont permis de faire en sorte d'avoir un GLP-1 thérapeutique, pharmacologique. Et voilà, vous avez des médicaments. Le premier qui est sorti sur le marché, c'était d'ailleurs Lilly au départ, c'était Byetta, vous vous souvenez peut-être de ce nom, hein, qui est l'exénatide. Voilà. Après, il y a eu une forme retard, il y a Victoza, il y a Trulicity, celui dont on va parler maintenant. Alors, vous voyez sur cette image, on voit à droite les taux de GLP-1 endogènes que l'on a, qui ont été rehaussés quand on donne une glyptine, un DPP4, et à gauche, vous voyez les taux de GLP-1 qui sont obtenus quand on donne du GLP-1 exogène. Vous voyez, la différence est tout à fait spectaculaire. Ce n'est pas du tout les mêmes quantités. C'est le même principe, c'est ce qu'on appelle l'effet incrétine. C'est 2 classes thérapeutiques qui sont voisines, mais dont la puissance d'action n'est pas la même. Et en effet, vous avez toute une série, on voit en haut à droite les cellules alpha, les cellules bêta, le tube digestif, les effets centraux du GLP-1, les effets sur la vidange gastrique. Et là, ce qu'on voit sur cette image, c'est les taux, vous voyez en bas à droite, vous voyez les taux de DPP4, de GLP-1 atteints sous DPP4. Et vous voyez que si vous regardez sur la gauche les niveaux que ça atteint, vous voyez que ça a des effets sur le pancréas, cellules alpha, cellules bêta, un peu sur l'estomac, d'où le fait que certains DPP4 sont mal supportés momentanément par l'administration de type sitagliptine, etc. En revanche, la concentration n'est pas assez importante de ce GLP-1, contrairement à ceux qui sont injectables, pour avoir un effet éventuellement satiétogène, avoir un effet sur la perte de poids, avoir un effet éventuellement d'autres phénomènes ubiquitaires que le GLP-1, car c'est une hormone physiologique. Voilà. Alors, vous voyez ici tous les exemples qu'on connaît actuellement. Vous avez en haut à gauche, que j'ai mis en rouge, encadré en rouge, ce qu'on appelle les dérivés de l'exandine 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire de l'exandine 4. C'était en fait extrait de ce lézard, là. Il a l'air tout petit, mais il est très gros, le fameux Gila monster. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens se souviennent peut-être qu'on voyait ce Gila monster à peu près dans tous les sympos. Ce Gila monster, il a dans la salive un GLP-1 qui est pas comme l'humain, mais qui ressemble, qu'on appelle l'exandine 4, et qui en fait, vous voyez que sa structure diffère sensiblement du GLP-1 humain. C'est ce qui a permis de faire Byetta, c'est ce qui a permis de faire le biduréon avec le forme retard, c'est ce qui a permis de faire au groupe Sanofi le lixisénatide. Vous voyez, on est dans une catégorie de GLP-1 animal. Ce qui est intéressant, c'est que ce GLP-1 d'origine animale a des actions spécifiques que moi je trouve assez intéressantes. On en parlera si on a l'occasion. Et puis le reste, c'est du vrai GLP-1 qui est un tout petit peu modifié. Vous voyez l'albigutide en bas à gauche.
L'albiglutide, c'est un double GLP-1. C'est 2 GLP-1 collés l'un à l'autre. Alors, il a des effets intéressants sur la glycémie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a très peu d'effets sur la satiété et sur le poids. On sait, et on pense, pas moi tout seul, hein, beaucoup de gens pensent, que c'est sa taille qui fait qu'il ne passerait pas tellement bien la barrière hémato-encéphalique et qu'il n'aurait pas assez d'effets satiétogènes. À droite, vous voyez le sémaglutide, qui est un produit qui est en arrivée proche du groupe Novo, et à droite, vous voyez le dulaglutide, et en dessous, vous voyez que c'est en fait 2 GLP-1 qui sont associés l'un à l'autre, et c'est ce qu'on va voir. Donc vous avez en gros ceux qui sont dérivés de l'exandine 4 en haut à droite, et les autres, dont le dulaglutide. Alors le dulaglutide, c'est un GLP-1. La question, finalement, est la suivante. Moi, c'est une question qui me paraît aujourd'hui cruciale dans tout ce qui concerne la société en général, pas seulement la pharmacologie. Est-ce que c'est une innovation ? Ou est-ce que c'est un progrès? C'est toujours la question. Il y a plein d'innovations. Vous avez plein de trucs sur vos iPhones, etc., qui sont des innovations et tout. Mais est-ce que fondamentalement, on est plus heureux, on vit plus longtemps, on vit mieux avec certaines de ces technologies? Ça vaut pour les voitures. On ne va pas revenir sur ces questions de voitures, mais enfin, c'est des voitures qui vous donnent des tas d'informations, mais en réalité, vous les avez sous les yeux. Vous n'avez pas besoin véritablement qu'elles vous disent tournez à droite, tournez à gauche, parce que vous connaissez votre chemin, par exemple. Bon. Alors, quand vous ne connaissez pas, c'est plus intéressant. Et la question, est-ce que innovation vaut pour progrès? J'ai entendu ça un jour dans une émission en France Culture. Il y avait un grand débat autour des innovations, puis quelqu'un a dit à un moment, mais il faut quand même arrêter de parler d'innovation. Il faut dire, est-ce que c'est une innovation seulement, ou est-ce que c'est une innovation et un progrès? Et ça m'a paru lumineux. Je me suis dit, il faudrait analyser véritablement les choses à la lumière de cette remarque. Et moi, la question que je pose, est-ce que c'est un progrès? Alors vous voyez ici, on va pas, c'est petit, on va pas y passer des heures, c'est juste pour dire que, du coup, quel est le design moléculaire qui a abouti à cette molécule? Quelle est la méthode d'administration de cette molécule? Quel est le contrôle glycémique et ou pondéral obtenu? Et quels sont les effets caractéristiques de ce GLP-1 par rapport à d'autres? Alors voilà la molécule, vous voyez, c'est une molécule assez particulière, qui est une molécule qui associe, vous voyez, cette Y, c'est les deux parties, ces 2 GLP-1 qui sont rattachés à ce qu'on appelle un linker, c'est-à-dire en fait c'est une jonction, tout simplement moléculaire. Et en dessous, vous voyez que c'est une IgG4, qui est modifiée dans un certain nombre de ces sites moléculaires et qui donne les caractéristiques. Ça a sûrement pris beaucoup de temps aux pharmacologues et aux biochimistes et chimistes du groupe Lilly pour arriver à avoir un produit qui a des caractéristiques qui est en particulier la pharmacocinétique. Car la pharmacocinétique, on va le voir de ce dulaglutide, est tout à fait particulière. Alors, si vous regardez ces courbes, c'est les concentrations dans le sang obtenues de GLP-1 de celui-ci en fonction de la dose administrée. Et vous voyez qu'en réalité, vous avez, et c'est ça qui est important, une demi-vie de presque 5 jours. C'est-à-dire qu'en fait, la demi-vie, c'est-à-dire arriver à la moitié de la concentration, la demi-vie. Ce qui veut dire en fait que la durée d'action totale de la molécule, une fois qu'elle est injectée, puisque pour l'instant les molécules sont toutes injectées, est d'1 semaine. Alors, la deuxième chose, c'est quel est le dossier? Est-ce qu'ils ont un bon dossier chez Lilly ou pas un bon dossier? Alors, c'est ce qu'on appelle le programme Award. Ils ont des awards. Alors, je vous mets ici la liste des awards, une publication dans mon journal, qui a repris tous les awards. Je crois que c'est un article de André Chen qui avait fait le point de toutes les études awards, vous voyez, de la 1 à la 10, car il y a tout un programme de développement. J'ai juste encadré à droite, on ne va pas le développer, dans ces différentes études comparatives, les niveaux d'abaissement d'hémoglobine glyquée obtenus dans ces différentes études, qui ne sont pas toutes les mêmes, et c'est pour ça que les valeurs sont différentes. Mais en gros, vous avez au minimum une baisse de 0,8%, c'est généralement plus, mais de 0,8% d'hémoglobine glyquée, et vous allez jusqu'à des abaissements qui sont de l'ordre de 1,6%, dans d'autres études, même 2% d'hémoglobine glyquée. Premièrement. Alors, il y a eu un développement, ça s'est fait avec soit dans des monothérapies, Award 3, des combinaisons. La monothérapie, il y a très très peu de pays au monde où on imagine de donner d'emblée en monothérapie un GLP-1. Je dirais d'ailleurs, sincèrement entre nous, je suis complètement d'accord sur un plan médico-économique ou sur un plan, si vous voulez, rationnel. C'est-à-dire si vous donnez d'emblée un traitement très puissant,
ça peut faire oublier de faire pas mal de choses, parce que moi, ce que je crains toujours, c'est que l'introduction des médicaments fasse oublier les règles hygiéno-diététiques qui sont essentielles, sans lesquelles, en général, on se met en échec. Mais c'est vrai qu'il y a des études, par exemple Defronzo, qui est un groupe, un grand nom de la diabéto depuis plus de 40 ans, a proposé de commencer le traitement par du GLP-1 et de la MET et une glitazone, la pioglitazone. Et il montre que les gens restent à 6% d'hémoglobine glyquée pendant près de 10 ans. C'est-à-dire que si on tape fort tout de suite et qu'on prend bien en charge les gens, on pourrait imaginer même une monothérapie. Là, il n'en est pas question, ni ici, j'imagine, ni en France, mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé un jour. Mais pour l'instant, ce n'est pas la question, c'est surtout pour parler des études. Donc le EWARD 3 versus metformine, évidemment, fait mieux que metformine. Soit des bithérapies, soit des combinaisons de 3 molécules, soit versus schéma insuline plus ou moins simple. Donc le schéma général, c'est pas compliqué, hein. Toutes ces études sont basées sur un principe. Il y a un bras qui est donc Trulicity et il y a un bras placebo ou comparateur actif. Alors si on regarde, moi je vous ai à chaque fois, comme il y a beaucoup de diapos, je vous ai mis toujours un petit peu de quoi on parle. Donc à gauche, vous voyez qu'il y a un lecteur de glycémie. Il y a un lecteur qui rappelle qu'on parle de glycémie ou d'hémoglobine glyquée. Là, c'est la première étude qui se compare à quoi? À la sitagliptine. D'accord? C'est l'étude EWARD 5. Vous voyez, bon, il y a un bras contrôle en haut où l'hémoglobine glyquée ne bouge pas. Il n'y a pas de traitement du tout. Enfin, en tous les cas, il y a le traitement antérieur sans ajout. Premier bras vers la sitagliptine, vous voyez un abaissement significatif de l'hémoglobine glyquée, qui est de l'ordre en moyenne sous sitagliptine, comme les autres gliptines, entre 0,6 maximum 0,8 d'hémoglobine glyquée. La deuxième bras, c'est en bleu, c'est la dose maximale de Trulicity, 1,5 mg par semaine. Dans l'autre cas, c'est de la gliptine à 100 mg par jour. C'est par semaine, et vous voyez que la différence est fortement significative. L'abaissement de l'hémoglobine glyquée est beaucoup plus marqué. Point quand même qu'il faut bien regarder, parce qu'il y a tellement de diapos dans toutes les présentations, il faut toujours rappeler de quoi on parle. On parle quand même d'une étude de 2 ans, 104 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a une très petite réascension, mais très modeste, sous Trulicity, c'est-à-dire que c'est quand même la grande discussion aujourd'hui, c'est que les études à 26 semaines ne sont pas intéressantes. Dans la plupart des cas, on a des études sur 20. Mais 26 semaines, c'est jamais que 6 mois. Et 6 mois dans la vie d'un diabétique de type 2, c'est pas beaucoup. Vous me direz que 2 ans non plus, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut des études de durabilité. C'est fondamental. La meilleure durabilité dans le domaine du diabète connu, c'est les glitazones. Ça, il n'y a pas photo, c'est les glitazones, les thiazolidinediones, des produits comme Actos, vous devez connaître, la pioglitazone. Dans un deuxième temps, ce qu'on connaît comme meilleure durabilité, c'est les GLP-1 actuellement. Et bon, comme vous n'avez pas Actos et nous non plus, et que peut-être qu'ils seront réintroduits dans un deuxième temps avec des combinaisons. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement l'abaissement, c'est la durée de l'abaissement. Autre étude, ici, c'est une comparaison soit à la sitagliptine, soit à l'exénatide, Byetta, soit à l'insuline basale. Donc, c'est 3 types de WARD, 5, 1 et 2. Et si vous regardez à gauche, c'est le degré d'abaissement d'hémoglobine glyquée de la Cita en jaune ou à peu près jaune versus bleu pour le Trulicity. Vous voyez que la différence est tout à fait marquée puisqu'on a des abaissements qui sont de l'ordre de 1,2% d'hémoglobine glyquée versus 0,5, 0,6. Là, le 0,39 est en fait corrigé de l'abaissement de base. Donc, c'est pas assez sinon. Ensuite, vous avez, au milieu, vous avez contre l'exénatide. Vous voyez que là encore, on a une amélioration qui est sensible. Ce qui est intéressant, c'est la partie de droite aussi, c'est Trulicity versus Glargine. C'est-à-dire que ce sont des patients qui sont soit sous monobithérapie metformine sulfamide, qui n'ont pas atteint les objectifs, à qui on choisit de donner soit de la Glargine, soit du dulaglutide. Le résultat est là. Dans cette étude, on a une différence tout à fait significative d'efficacité de Trulicity vis-à-vis de la Glargine. Je voudrais juste... mes collègues qui me connaissent savent toujours que j'essaye d'être aussi authentique que possible et sincère. Je crois qu'il ne faut pas dire que pour autant, tout diabétique de type 2 qui est un candidat au passage à l'insuline ferait mieux d'avoir un GLP-1 à la place. Non, je pense qu'il y a énormément là, en l'occurrence, ces patients ont bénéficié d'un réel effet positif de l'administration d'un GLP-1. On en parlera demain plutôt sur les recos, plus nuancés. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que pour des patients, aujourd'hui, intercaler le GLP-1
avant l'insuline est intéressant chez un nombre non négligeable de patients, à condition qu'ils soient répondeurs, à condition qu'on vérifie qu'ils le restent aussi. Et ça, je tiens beaucoup à dire ça. C'est ce qu'on appelle dans le NICE, la recommandation britannique, c'est ce qu'on appelle les, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, les stopping rules, c'est-à-dire les règles d'arrêt. C'est-à-dire que si un traitement ne marche pas à 6 mois, selon les objectifs qu'on a fixés, il faut savoir le remettre en cause. Là, ça a marché. Très bien, a marché. D'autres fois, ça marche moins. Donc je pense qu'il ne faut pas nécessairement mettre face-face, parce que sinon, vous savez que vos patients, peut-être moins les vôtres que les nôtres, mais ils n'aiment pas beaucoup l'insuline. Donc si vous leur proposez autre chose que de l'insuline, même si c'est une injection, ils vont sûrement vous dire oui. Donc je pense que moi, je reste nuancé. Je ne suis pas là pour porter une parole, si vous voulez, de marketing. Je suis là pour parler une parole de médecin. Et donc je crois que c'est très, très important de bien peser les indications. Et si on a une bonne indication, de la tester. Et si on l'a testée et que ça marche, de poursuivre. Si les gens ont les moyens, aussi le système de santé peut payer. C'est important de rappeler ça. Je reste longtemps sur cette diapo pour une raison qui est une raison de sincérité. Quand on regarde comment les patients atteignent les objectifs de 7% ou moins d'hémoglobine glyquée, moins de 7%, vous voyez qu'avec on est 60% atteint avec le Trulicity versus sitagliptine seulement un tiers, que ça fait mieux aussi que Byetta, que ça fait mieux à droite que l'insuline, puisqu'on n'a que 30% des patients qui, sous glargine, ont atteint l'objectif de 7% ou moins, mais vous voyez qu'on n'a que la moitié aussi qui ont atteint l'objectif de 7% ou moins avec Trulicity. Donc, un très beau dossier. Ensuite, quand vous regardez sur le plan de l'étude face-face, c'est l'étude qui est importante pour, évidemment, apprécier ces... Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'études face-face. Hein. Il y a très peu de laboratoires qui se lancent dans une étude avec un comparateur considéré comme la référence. Là, en l'occurrence, le liraglutide, qui est un très bon produit. Bon. Donc, ils ont fait l'étude chez Lilly, ils ont fait un face-face. Vous voyez que le face-face, ça donne quoi? Ça donne un abaissement de l'hémoglobine glyquée, 1,4 vers 42 versus 1,36. En fait, c'est match nul, quoi, parce que statistiquement, c'est la même chose. Donc, c'est un équivalent en puissance d'action, c'est un équivalent du liraglutide à la dose maximale, hein, 1,8, le liraglutide à 1,8, et le Trulicity à 1,5. L'un est hebdomadaire, l'autre est quotidien. Si on regarde les objectifs atteints de 6, 5 ou moins, ou de 7 ou moins, vous voyez qu'on est encore une fois sur des résultats parfaitement similaires. Là, c'est toute une série d'études, on n'a pas le temps. Donc, si on revient maintenant sur d'autres critères d'appréciation de cette classe thérapeutique, le poids, les hypoglycémies, vous voyez à droite, en dehors du carré rouge que j'ai mis sur la gauche, vous voyez à droite des comparateurs, toute une série de comparateurs. La sitagliptine, l'exénatide, l'insuline. Vous voyez qu'à chaque fois, en bleu, d'une part, il y a une baisse du poids, ou bien il y a une baisse du poids supérieure à son comparateur, et bien sûr, avec l'insuline, on a toujours en moyenne une petite prise de poids, vous voyez, à droite, à gauche. En haut à droite. À gauche, maintenant, vous avez la comparaison Lyra versus Trulicity, et vous voyez que là, Lyra fait un petit peu mieux. C'est pas significatif, mais le Lyra entraîne un abaissement d'à peu près 600-700 grammes de plus sur la durée de l'étude, sans atteindre la significativité. Donc, grosso modo, ils ont perdu autant de poids. Quant aux hypoglycémies, eh bien, il n'y en a quasiment pas. Des hypos sévères, il n'y en a pas du tout. Pratiquement jamais, c'est toujours décrit comme un cas sur de 7 ou 8 000 patients, il n'y en a pratiquement pas. Si vous voyez là les chiffres d'hypos sévères, c'est des taux qui sont pratiquement voisins du degré de distinguer les hypos dans une étude. Alors si on regarde maintenant ce qu'on reverra plus longtemps demain en détail, ce qu'on appelle le standard care, c'est-à-dire la dernière édition de ce que les Américains envisagent comme thérapeutique aujourd'hui du diabète, je crois qu'il faut voir qu'il y a deux types de recommandations. Il y a soit les patients, aujourd'hui, sont considérés comme indemnes de maladies cardiovasculaires, type 2, qui n'a pas de complications, soit indemnes de maladies rénales, les deux étant connus, franchement, démontrés. À ce moment-là, vous avez trois options, et ça va vous parler tout de suite, ces trois options, parce que vous êtes concernés par les trois. Soit l'objectif prioritaire à gauche, entouré en bleu, c'est d'éviter les hypoglycémies à tout prix. Il y a des tas de raisons de vouloir, chez certains patients. Si vous avez un conducteur d'engin, un conducteur de train,
quelqu'un qui prend son vélo tous les jours, que sais-je. Enfin, il y a toute une série de situations où les hypoglycémies sont à éviter à tout prix. À ce moment-là, vous avez 4 types de médicaments qui n'entraînent pas d'hypo. Les DPP4, le GLP1, les SGLT2 et les glitazones. C'est clair. La case du milieu, c'est est-ce que mon objectif, c'est pas plutôt prioritairement la perte de poids? À ce moment-là, si c'est la perte de poids, c'est GLP1 ou SGLT2. Il n'y en a pas d'autre. Marginalement la metformine, mais vraiment marginalement. C'est confidentiel et c'est très inconstant. À droite, prioritairement, c'est les problèmes des sous. Et ça vient des États-Unis. Parce que croyez bien qu'aux États-Unis, le degré de prise en charge des patients par les différents systèmes d'assurance est catastrophique pour énormément de patients. J'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un, j'ai oublié avec qui, et je lui rappelais qu'aux États-Unis, il y a des diabétiques insulino-traités dépendants qui sautent les injections parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter l'insuline. Dire qu'une basale aux États-Unis, ça coûte à peu près 300 à 400 dollars, pendant que ça coûte l'équivalent en France de 30 euros. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc il y a quand même des priorités aussi. Votre système de santé aussi pose cette question-là. Surtout, c'est quand il reste reste à charge important, voire tout payé pour le patient. Et là, il n'y a pas de doute. Les deux classes thérapeutiques, à ce moment-là, c'est les sulfamides hypoglycémiants, en plus de la metformine, puisqu'elle est en haut de l'arbre décisionnel. OK. Les TZD aux États-Unis, parce qu'ils sont génériques, mais nous ne les avons pas. L'autre chose donc qui est importante, c'est rappeler, si c'est les hypos, les médicaments, je répète, qui ne déclenchent pas d'hypo, c'est metformine, SGLT2, GLP1, DPP4, les alpha-glucosidases, je ne sais pas si vous vous en servez, type glucor, nous on s'en sert très peu. Les médications qui entraînent des hypos, sulfamide, les glinides et l'insuline, les insulines bien entendu. Médicaments sur lesquels on se trouve avec une individualisation, avec prise de poids d'abord à éviter, médication qui entraîne une prise de poids modérée ou plus marquée, ça peut être les sulfamides, c'est pas énorme mais ça existe, les glinides, les insulines. Médicaments qui n'entraînent pas, on les a déjà cités il y a un instant. La deuxième partie de la recommandation américaine, dont on y rentrera, recommandation européenne aussi, sans consensus, c'est de dire maintenant il y a une maladie athéromateuse ou il y a une maladie rénale, ou surtout, il y a aussi une insuffisance cardiaque qui distingue maladie athéromateuse de l'insuffisance cardiaque. Et là, vous avez deux possibilités. Si ces complications existent, si c'est plutôt athéromateux, les GLP1 sont en première ligne. Il y a un niveau de preuve dans les GLP1, c'est l'étude, d'abord actuellement, l'étude leader. Si c'est la partie droite, insuffisance cardiaque ou maladie rénale, là, les SGLT2 ont un meilleur dossier. Il n'y a pas photo. Et on retrouve ça dans cette image un peu compliquée, où vous voyez, sur la droite, la partie beige qui correspond à diabète de type 2 avec maladie cardiovasculaire athérome. Là, on a des niveaux de preuve qui sont intéressants avec les GLP1 en haut à droite, leader, sustain 6, harmonie. À gauche, on continue à descendre plutôt vers des zones de bleu. Protection, vous voyez le cœur là qui est essoufflé, insuffisance cardiaque, ou bien maladie rénale. C'est les effets des SGLT2 démontrés actuellement. Donc on en est là. On verra demain on pourra débattre de savoir si c'est pertinent ou pas. En pratique, voilà comment ça se présente. Voilà, ici, on a deux types on a des stylos qui contiennent pas la même quantité de Trulicity. On a la demi-dose et la dose complète. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il existe deux doses? Alors, au départ, probablement que l'idée était surtout, quand on introduit un GLP1 qui dure une semaine, autant commencer par une petite dose, parce que s'il y avait quand même une intolérance, puisque les intolérances digestives, ça existe sous GLP1, tous les GLP1, autant éviter que la dose soit déjà forte. C'est une explication. On n'a pas nécessairement d'explication. Sincèrement, en France, seule la dose à 1,5 est franchement, à ma connaissance, je peux ignorer des détails, utilisée. Alors, vous voyez, c'est un système simple, vous verrez avec Lily qui vous expliquera comment ça marche. Je dois dire en toute simplicité qu'ayant travaillé sur le précédent stylo, qui était le stylo du groupe concurrent, le Biduréon, qui est un bon produit, mais vous savez que c'est des microsphères, il faut remuer longuement le stylo, il faut recomposer, là il n'y a rien à faire. Il est homogène. C'est un peu comme la différence, si vous voulez, entre une Lantus et les prémix, quoi. Il n'y a pas besoin de remettre... Mais c'est beaucoup plus compliqué pour le Biduréon. Malheureusement, c'est dommage, c'est un bon produit. Là, c'est très simple. On enlève l'embout,
il y a pas on arme le stylo, mais il n'y a pas de réglage, puisque c'est une dose unique qui va être... après, le stylo n'est plus utilisé, puisque ça va durer une semaine. Le patient ne voit pas l'aiguille. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tous les cas, il ne la voit pas. Ça le rassure beaucoup. Comme il ne sent rien, vous savez que les aiguilles, on ne les sent plus actuellement. Hein, on ne les sent pas du tout. Que le produit ne donne pas de douleur à l'injection, car le volume n'est pas important. On a, grosso modo, un stylo en plus qui a une astuce qu'on a retrouvée maintenant dans d'autres stylos de Lilly. Vous savez, normalement, une injection d'insuline, il ne faut pas la faire rapidement et ressortir, parce qu'on peut avoir une perte d'insuline. Et on dit aux gens de compter jusqu'à 10. Là, Lilly a inventé un système qui fait qu'en appuyant, vous ne pouvez pas aller plus vite. Ça oblige à que ça dure le nombre de secondes, entre 5 et 10 secondes nécessaires. Alors, je crois que c'est aussi là-dessus. Bon, un stylo facile. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de date d'injection? Supposons que ça commence le lundi. Vous faites une injection le lundi. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous devez faire ensuite la prochaine injection une semaine après. Que se passe-t-il si j'ai oublié lundi? Je peux rattraper au maximum mardi, mercredi, jeudi, mais pas après. Parce qu'après, je vais me retrouver à faire la suivante, je ne sais plus quand. Donc, si c'est le lundi, vous risquez d'avoir des surdosages. Donc, vous irez voir le groupe Lilly. Je ne suis pas vendeur de chez Lilly. Moi, je vous laisse voir avec eux. Mais c'est grosso modo comme ça qu'on explique à nos patients en France. Et c'est comme ça que le groupe pousse à éviter surtout de ne pas injecter 72 heures après l'injection. Alors, est-ce que l'hebdomadaire, puisqu'on est sur l'hebdomadaire, donc on se pique une fois par semaine, est-ce que l'hebdomadaire, au fond, c'est mieux en termes d'observance, ce qu'on appelle de plus en plus l'adhérence? Vous savez comment on est très clean maintenant au niveau des paroles, on dit plus aveugle, on dit malvoyant, on dit plus sourd, on dit malentendant, donc on parle plus d'observance parce que ça ferait un petit peu trop autoritaire de la part du corps soignant, on parle d'adhérence au traitement. Adhérence. Il y a même un journal qui s'appelle Adhérence et Préférence. Hein, c'est un journal très bien d'ailleurs. L'adhérence est-elle meilleure finalement si on fait une piqûre tous les jours ou si parce qu'au fond, en fait, intuitivement, on se dit c'est plus simple une fois par semaine, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Parfois, les choses qui sont évidentes ne sont pas nécessairement vraies. Donc là, il y a une étude qui a été bien réalisée, qui s'appelle l'étude Alator, et qui s'est intéressée d'une part à l'adhérence, et puis on verra aussi ce qu'on appelle la persistance, c'est-à-dire est-ce que les gens continuent à se servir d'un traitement, d'un médicament, dans le temps. Est-ce que ça va continuer? On sait qu'il y a beaucoup d'arrêts de traitement, quoi qu'on pense. En France, il y a actuellement dénombré 100 000 arrêts d'insuline par an après l'introduction de l'insuline. Vous vous rendez compte? C'est considérable. Alors, on ne sait pas nécessairement si elles sont justifiées ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont mis à l'insuline temporairement, il y a des femmes enceintes, etc. Mais il semble qu'il y ait au moins 50 000 personnes qui, après avoir été initiées à l'insuline type 2, arrêtent. Donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'on continue à vendre le médicament aux patients? C'est la vraie question. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la persistance. Alors, si on regarde l'adhérence, ce qu'on peut voir, regardez juste une colonne, il n'y a qu'une seule colonne qui est blanche, vous voyez, presque au milieu, c'est l'étude Alator dont je vous parle, qui vous montre à quel point on a une meilleure adhérence avec l'hebdomadaire. Dans cette étude-là, peut-être que d'autres nous montreront autre chose, mais moi je dispose de cette étude, qui est assez cohérente avec les autres, qui montre que l'adhérence dans cette étude d'un hebdomadaire par rapport à un quotidien est meilleure. Ça, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là la persistance. Vous voyez, c'est le nombre de personnes qui arrêtent d'utiliser un produit et de l'acheter en fait en pharmacie. Vous voyez, plus ça descend vite, par exemple en rouge, c'est là que ça descend le plus vite, et cette zone rouge, c'est l'exénatide qu'on donne à raison de 2 fois par jour. C'est peut-être parce que c'est 2 fois par jour que les gens arrêtent plus. Mais vous voyez que la courbe la plus élevée, c'est-à-dire celle où les gens arrêtent le moins, au bout de, 300 jours, presque une année, vous voyez qu'on a quand même à peu près que 60% des gens qui continuent le traitement, ce qui est quand même c'est quand même embêtant qu'il y ait autant de gens qui arrêtent. C'est quand même avec le dulaglutide qu'il y a eu le moins d'arrêts thérapeutiques. Alors le traitement, le prix, on en a parlé. Maintenant, j'ai essayé de discuter un petit peu avec les gens du groupe Novo, les gens du groupe Lilly, pour savoir un petit peu quels étaient les prix ici. Je crois que vous en discuterez avec eux, vous êtes mieux placés. On peut dire que, bon, je vous ai mis les prix américains, juste par curiosité. Regardez en haut, en face de 30 € par mois,
30 € par mois, c'est le prix, c'est même 29 et quelques maintenant, du Januvia en France par mois. 29 €. Je crois que chez vous, c'est un peu plus de 30 actuellement. Voyez aux États-Unis, regardez en bas, la sitagliptine, dans la première case, on est à 516 € par mois, le Januvia. Vous vous rendez compte, les prix aux États-Unis, c'est complètement dément. Si vous regardez maintenant les injectables GLP-1, vous voyez qu'on est sur des chiffres qui vont de l'ordre de 600 à 850 $, sachant que ce n'est pas nécessairement la dose maximale, parce que vous savez, on peut donner, par exemple, le Lyra, un 2 ou un 8. Bon. En France, le Lyra coûte un peu plus cher que le dulaglutide, puisque le dulaglutide se trouve autour de 85 € par mois, les 4 stylos, alors que le liraglutide coûte un peu plus cher, il tourne, à dose pleine, il tourne autour de 120 € par mois. Voilà. Alors il y a quand même une chose, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est difficile dans un pays où il y a une majorité de musulmans et qui, diabétiques compris, suivent le ramadan, c'est que finalement, il y a eu une sorte de réflexion, de focus qui a été fait, réalisé à l'EASD, c'est-à-dire au Congrès européen, le dernier, en septembre dernier, qui était donc à Berlin, si ma mémoire est bonne, et dans lequel la question de l'intérêt de certains médicaments dans le ramadan a été mise en avant, en particulier les DPP4 inhibiteurs et les GLP-1, pour des raisons évidentes, c'est qu'on peut continuer à traiter le patient sans avoir du tout de risque d'hypoglycémie. Il est clair que metformine, DPP4 et GLP-1 sont des produits qui, dans ces situations-là, permettent à la fois au patient de respecter, selon ses principes, sa religion, et par ailleurs de respecter sa maladie, donc se respecter lui-même et respecter sa santé. Voilà, si on se résume pour finir, c'est une avancée thérapeutique. Est-ce que c'est une innovation? Technologiquement, il n'y a pas de doute. Vous avez vu comment ça a été conçu, c'est très très malin. C'est une innovation thérapeutique, oui. C'est un GLP-1 qui est puissant sur le plan glycémique, sans hypo, effet pondéral. C'est le seul hebdomadaire pour l'instant sur le marché. Avec un stylo, sincèrement, les patients sont pas heureux de s'en servir, mais ils sont vraiment heureux d'avoir un système qui est simple pour leur usage, unique, qui permet une bonne persistance, une acceptabilité. Donc, selon mes principes actuellement de savoir si on est dans le cadre d'une innovation ou d'un progrès, je dirais que c'est une innovation qui est indéniablement un progrès, mais ça n'est pas, aucun GLP-1 n'est une panacée universelle, mais aucun autre traitement d'ailleurs n'est une panacée. Voilà, 0-0, j'ai fini. Merci, mon cher ami le professeur Salah Halimi.